Vous l'aurez compris, on va parler, mais vous le savez déjà, des océans, de leur santé. Des océans qui couvrent les 2/3 de la surface du globe et qui sont à l'origine aussi de la vie sur Terre. Ils sont donc extrêmement importants, bien entendu. On l'a dit, ce sont les plus grands générateurs d'oxygène, ce sont aussi ceux qui absorbent une grande quantité des émissions de dioxyde de carbone. Ils nous fournissent de la nourriture, ils jouent un rôle dans les circuits économiques, le commerce international. Ils sont au milieu finalement de beaucoup de choses, mais ce sont aussi des milieux très menacés. Vous savez que le 8 juin, c'était la journée mondiale des océans et que nous avons à l'université organisé différentes choses. Il y avait notamment, il y a quelques jours, la diffusion d'un documentaire sur Arte qui s'intitulait 700 requins dans la nuit, un documentaire d'Arte avec Laurent Balesta, que vous connaissez peut-être. C'est un biologiste français qui est aussi un vidéaste, qui réalise beaucoup de reportages. Et dans celui-ci, des chercheurs de l'université étaient associés à ce documentaire. Il y avait donc aussi ce Doc Café, organisé par la cellule Réjouissance de l'université notamment, pour évoquer la santé des océans. Alors, la santé des océans, on sait, c'est pas terrible. Alberto Borges, qui est ici à côté, nous a envoyé un lien il y a quelques jours pour nous donner quelques éléments, quelques chiffres. Je ne vais pas donner tout, mais enfin, les océans, 3000 milliards, en fait, c'est la valeur, 3000 milliards de dollars, la valeur en fait des activités qui sont directement liées à la mer. 200 millions, c'est le nombre d'individus sur Terre qui travaillent dans les activités de pêche maritime. 3,5 milliards, c'est le nombre de personnes qui dépendent des océans pour leur subsistance. Les espèces, évidemment, sont menacées. 11% de 2800 espèces marines dans les pays d'Océanie sont menacées d'extinction. 31% des stocks de poissons dans le monde sont surexploités. 8 millions, bien, c'est des tonnes de plastique. Vous avez vu ces images qui sont répandues en fait chaque année dans les océans. Vous avez vu ces images de cette masse énorme, 3 fois la France en superficie, qui se concentre dans certaines zones, notamment entre Hawaï et les États-Unis. Donc les chiffres sont effectivement très alarmants. Il y a la hausse du niveau des mers que vous connaissez aussi. 600 millions de personnes dans le monde sont directement menacées par la hausse des mers, 600 millions de personnes qui vivent le long des côtes un peu partout dans le monde. Pour en parler, nous avons réuni 5 chercheurs. Alors, le principe des Doc Café, c'est de réunir des doctorants. Ils ne sont plus doctorants depuis longtemps, mais ils sont doctes néanmoins, spécialistes dans leur matière, et je vais vous les présenter rapidement. Arthur Capet, qui est, voilà, il s'est signalé, qui est diplômé en physique, mais qui a toujours manifesté un intérêt pour les écosystèmes marins. Il travaille dans le service de Marie-Laure Grégoire, qui est ici présente également. Et il a réalisé une thèse de doctorat il y a déjà un certain temps, enfin quelques temps maintenant. C'est peut-être le plus jeune, je pense, ici, docteur avec thèse sur cette estrade. Il a réalisé une thèse de doctorat sur les modèles 3D appliqués à l'écosystème de la mer Noire. Alors, si vous voulez tout comprendre de ce qu'il a fait, c'est assez simple. Vous tapez dans Google Arthur Capet, ma thèse en 180 secondes, et vous aurez accès quelque part à une vidéo de ses prestations qui avaient été remarquées pour le concours de ma thèse en 180 secondes. Donc, il travaille au Modeling for Aquatic Systems. C'est un service de l'Université de Liège qui est dirigé par Marie-Laure Grégoire. Et il continue ses recherches sur l'écosystème de la mer Noire et des systèmes côtiers en général. Alberto Borges est à côté de moi. Alors Alberto Borges, c'est un biologiste au départ, mais devenu océanographe également par la suite. Marqué par le commandant Cousteau, ai-je vu sur certaines biographies, ce qui l'a amené à cette attirance pour le milieu marin. Il a réalisé sa thèse de doctorat sur la dynamique du dioxyde de carbone dans les zones côtières européennes, dans différentes zones, la mer du Nord, la Manche, le golfe de Gascogne.
Il est maintenant chercheur qualifié du FNRS, si je ne m'abuse, et dirige toujours l'unité d'océanographie chimique de l'Université de Liège. Marie-Laure Grégoire, je l'ai déjà citée, est directrice de recherche au FNRS. Elle dirige donc le groupe MAST, Modeling for Aquatic Systems. Elle est ingénieure au départ. Elle a réalisé ses études à l'université, à la faculté de sciences appliquées, en ingénierie physique. Elle a bifurqué vers le domaine de l'océanographie aussi au fil du temps. Et elle est directrice donc, de recherche au FNRS, comme je l'ai signalé. Elle s'intéresse à la modélisation tridimensionnelle couplée physique-écosystème de la mer du Nord. C'était aussi en fait sa thèse de doctorat à l'époque. Xavier Fetways, que vous entendez de temps en temps aussi sur les ondes ou que vous lisez dans la presse, est un licencié en mathématiques de l'Université de Liège, mais qui a une passion pour la météorologie et qui s'est tourné ensuite vers la climatologie, avec un diplôme de climatologie de l'UCL et un doctorat réalisé aussi à l'UCL sur le Groenland. Il est revenu ensuite à l'Université de Liège pour y poursuivre à nouveau ses travaux sur la modélisation du climat du Groenland. Il travaille désormais comme chercheur qualifié du FNRS au laboratoire de climatologie et de topoclimatologie. Et puis, alors non pas un océanographe, mais un juriste, Philippe Vincent, pardon. Il est juriste, diplômé en droit de l'Université de Liège. Il est également avocat, si je ne m'abuse. Il a réalisé des études également de droit européen à Gand et en droit aussi à l'Université de Paris X Nanterre. Il est chargé de cours adjoint à la faculté de droit de l'université. Alors on le connaît surtout pour être un spécialiste des relations commerciales, de la politique agricole, les relations entre l'OMC et les pays en développement. Mais il est aussi, et c'est aussi la raison de sa présence ce soir, un spécialiste du droit de la mer. Voilà, nous allons entamer tout de suite avec Marie-Laure Grégoire pour une première partie et ses collègues. Première partie qui va durer environ une demi-heure. Et puis après, ensuite, nous pourrons entamer un débat avec vous. Et je me promènerai dans la salle ici pour porter le micro à tout qui voudra poser une question. Voilà, Marie-Laure Grégoire, c'est à vous. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour parler donc des océans. Cette idée d'organiser un doc café sur les océans était en fait en connexion avec la journée mondiale des océans qui s'est tenue ce vendredi 8 juin, comme l'a rappelé Didier. Alors, bon, le grand bleu et l'homme, voilà, le couple océan-homme est extrêmement étroit. L'homme dépend beaucoup de l'océan, comme Didier l'a également rappelé avec les quelques chiffres qui sont assez éloquents. Voilà. Ok. Alors nous aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous parler essentiellement sur le rôle de l'océan dans la gestion du climat, dans la régulation du climat, et aussi l'impact du changement climatique sur les océans. Donc c'est peut-être un rôle qu'on connaît un peu moins, et l'idée ici aujourd'hui était vraiment de vous expliquer à quel point l'océan est un acteur essentiel dans la régulation de notre climat. Donc son rôle fondamental, et comment est-ce que ce climat va lui aussi impacter nos océans. Donc ce sont les points essentiels qu'on va aborder dans un premier temps. Ensuite, nous reviendrons sur les nombreux services écosystémiques délivrés par les océans aux hommes. Et puis pour finir, on voulait absolument avoir dans notre doc café pas uniquement un côté technique, un côté scientifique, un côté mécanisme, mais on voulait aussi avoir une connexion avec l'homme et voir comment nos sociétés gèrent ces problèmes océanographiques, ces problèmes de santé de l'environnement, en prenant justement des décisions politiques et des décisions juridiques. Et donc on avait vraiment à cœur avoir Philippe avec nous pour justement vous éclairer sur la façon avec laquelle nos découvertes scientifiques sont après traduites dans un langage politique. Donc voilà les points que nous allons aborder ici. L'idée est vraiment de vous donner une idée générale des mécanismes appliqués et puis après de pouvoir en discuter lors de la discussion qui va avoir lieu par la suite. Donc on n'ira pas dans les détails, c'est juste ouvrir quelques portes et après on pourra discuter plus longuement sur les points qui vous intéressent. Donc les points qu'on va aborder, je les ai déjà passés en revue. Alors le système climat, qu'est-ce que c'est? Le système climat est composé des grands réservoirs de la Terre, à savoir donc l'hydrosphère avec les rivières et l'océan, l'atmosphère bien sûr, la cryosphère,
le continent et le cycle des roches. Tous ces réservoirs ont des temps caractéristiques qui leur sont propres et tous ces réservoirs interagissent entre eux en échangeant de l'énergie et tous ces réservoirs reçoivent l'énergie du Soleil. Alors, il est accepté que nous assistons à un déséquilibre énergétique du système climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez par exemple la situation à gauche représente un système Terre qui est en équilibre par rapport à l'énergie reçue par le Soleil. Et ça veut dire que l'énergie qui est reçue est exactement égale à l'énergie qui est réémise. Pour l'instant, depuis quelques décennies, on est plutôt dans la configuration à droite, dans laquelle l'énergie qui est reçue par la Terre n'est pas tout à fait réémise et une partie de cette énergie est gardée dans le système climatique terrestre. Et cette partie d'énergie, on sait la quantifier à plus ou moins 1 watt par mètre carré. On a l'impression que ce n'est pas énorme, mais quand vous multipliez par la surface de la Terre, ça se chiffre à plusieurs 10 exposants 22 joules par an. Donc c'est très important comme quantité d'énergie qui est retenue. Pourquoi est-ce qu'on a cette rétention d'énergie? C'est en raison de l'émission de gaz à effet de serre et mon collègue Alberto Borges reviendra sur ce point par la suite. Donc, quel est le rôle de l'océan dans la régulation de ce climat? L'océan va limiter l'amplitude du dérèglement climatique. Comment? Par 2 mécanismes essentiels. Le premier, l'océan va absorber de la chaleur. L'océan va absorber cet excès de chaleur anthropique dont on vient juste de parler. Alors, l'océan absorbe à quel point cet excès de chaleur? Eh bien, on a estimé que l'océan absorbait plus de 90% de l'excès de chaleur anthropique qui s'emmagasine dans le système climatique. 93%. Donc ça vous donne une idée du poids de l'océan dans la régulation du climat. À côté de ça, vous avez l'atmosphère absorbe 1%, les continents 3% et tout ce qui est cryosphère 3% également. Pourquoi est-ce que l'océan a un rôle de régulateur aussi important? Parce qu'il a une masse énorme, 300 fois celle de l'atmosphère, et il a une capacité thermique 4 fois plus grande que celle de l'atmosphère. Et donc, au tout, l'océan peut absorber beaucoup plus que l'atmosphère terrestre. Donc, l'océan a un rôle dans la régulation du climat parce qu'il absorbe la chaleur directement, mais aussi parce qu'il va absorber le carbone anthropique, qui est une des raisons pour laquelle la chaleur augmente. Et donc là, je passe... Ok, merci Marie-Laure. Donc bonsoir à tous. Donc cette figure montre le flux de CO2 d'origine humaine. Donc c'est chiffré en milliards de tonnes de carbone. Donc c'est des chiffres qui donnent le tournis. Et alors à gauche vous avez les sources, donc les émissions de CO2, et c'est principalement sous forme de combustibles fossiles. Donc c'est 90% de l'émission vient de l'usage de combustibles fossiles et à peu près 10% qui vient de la déforestation. Et donc ces 10 milliards de tonnes qui sont émises par an par les activités humaines, il y en a à peu près 50% qui s'accumulent dans l'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'on dit que le dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente dans le temps. Et on considère qu'il y a à peu près un quart qui s'accumule dans l'océan et l'autre quart qui va s'accumuler dans la biosphère terrestre. Donc ça, ces chiffres, on vous les présente comme ça. Donc on peut se demander d'où on les sort. Donc on ne les sort pas d'un chapeau. Donc c'est des chiffres qui viennent de plusieurs sources de recherche et d'information. Et donc c'est là que ça permet de voir, qu'on peut essayer de voir d'où viennent exactement ces chiffres. Donc tout en haut, à droite, on mesure la quantité de CO2 dans l'atmosphère depuis des décennies. Et donc c'est le chiffre qui est le mieux estimé dans l'ensemble du bilan. Parce que ces mesures sont faites partout sur Terre de manière extrêmement précise. Et donc d'après la quantité de CO2 dans l'atmosphère incrémentée chaque année, on peut aisément calculer l'accumulation dans l'atmosphère. Le terme d'émission, en fait, c'est les Nations Unies, donc qui ont un organe qui compile des rapports nationaux qui sont remis par les nations chaque année. Et donc, eux, ils estiment ces émissions, ils vérifient la cohérence des données, ils cherchent des erreurs dans les données et ils fournissent une erreur sur ces données. La déforestation est estimée à nouveau par un organe des Nations Unies, donc la Food and Agriculture Organization, donc c'est la FAO.
Et l'accumulation de CO2 dans la biosphère terrestre est assez difficile à contraindre et est principalement calculée pour fermer le bilan dans le système. Et alors, tout en bas à droite, vous avez l'accumulation de CO2 dans les océans. Et donc, ceci est dérivé par des données expérimentales, mais également par des modèles numériques. Et ce que cette figure montre, c'est que le CO2 d'origine humaine s'accumule principalement dans l'océan Atlantique. Et donc, il y a une seule entrée de CO2 de l'atmosphère vers les océans qui se fait dans l'Atlantique Nord. Et c'est pour ça qu'il y a un paradoxe dans ce système, c'est que les océans, tôt ou tard, d'ici quelques millénaires, vont nous sauver. Donc, tôt ou tard, vont absorber l'ensemble du CO2 qu'on a émis vers l'atmosphère. Mais le problème, c'est que cette absorption est très très lente et donc il a tendance à s'accumuler pour l'instant dans l'atmosphère, de manière transitoire. Donc du fait que ce CO2 s'accumule dans les océans, il y a un effet dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'acidification océanique. Et donc c'est l'océan qui devient de plus en plus acide. Ceci a deux conséquences, et en fait il y a des perdants, donc les perdants seront principalement les organismes qui produisent du carbonate de calcium, donc du calcaire en quelque sorte. Et donc à droite, vous avez une figure, deux photos d'un oursin qui a grandi dans des conditions normales, donc c'est le gros oursin. Et alors le petit oursin tout moche, lui c'est celui qui a poussé dans des conditions assez acides, et donc cet organisme a du mal à se développer dans des conditions acides qui correspondraient à des conditions futures dans l'océan. Donc clairement, lui, il est perdant dans l'histoire. Mais on a aussi des gagnants, et c'est les organismes photosynthétiques. Et donc pour illustrer ça, dans l'océan, c'est assez difficile d'illustrer cela, mais en écologie terrestre, il y a des expériences qui sont plus visuelles, et c'est la photographie de gauche, et donc il montre une prairie qui a été enrichie en CO2. Et donc cette prairie a tendance à mieux grandir, et donc en fait le fait que l'océan devient de plus en plus riche en CO2 et s'acidifie pourrait en fait bénéficier aux producteurs et aux algues qui sont présentes dans l'océan. Ok, merci. Donc voilà, les conséquences donc, du réchauffement climatique sur l'océan, quelles sont-elles essentiellement? On a l'acidification, dont Alberto vient de parler. On a aussi le réchauffement des eaux, la montée du niveau des mers et la désoxygénation de l'océan. Alors si on regarde le réchauffement des eaux, que sait-on sur le réchauffement des eaux? Cette figure vous montre la variation depuis 1850 de la température, de l'anomalie de température dans l'océan, c'est-à-dire la variation de la température par rapport à une grandeur moyenne. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que depuis 1900, la température des océans de surface a augmenté de 0,6 à 0,8 degrés. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, cette augmentation n'est pas monotone, cette augmentation est en dents de scie. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des périodes où il fait plus froid et puis des périodes où il fait plus chaud, mais globalement, il fait plus chaud. D'accord? Donc, c'est un phénomène qui est assez difficile à interpréter parce que vous n'avez pas une tendance bien continue, vous avez plutôt un signal avec une variabilité. La variabilité, c'est le propre du système climatique et il faut essayer d'extraire cette variabilité pour voir s'il y a vraiment une tendance générale qui est liée, par exemple, au changement climatique. Et là, c'est ce qui a été fait. C'est une figure qui est extraite d'un rapport du GIEC et qui montre donc la tendance à l'augmentation de la température de surface des océans. Après, il y a la montée des niveaux des mers qui est aussi estimée. Là, je vais passer le micro à mon collègue Xavier. Merci Marie-Laure. Donc vous voyez ici l'évolution du niveau des mers depuis 300 ans jusqu'à actuellement. Ici, les unités, ce sont des mètres. Et vous voyez que globalement, depuis 1900, le niveau des mers a augmenté de 20 cm. Alors vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, 20 cm. Ce qui est important de retenir, c'est quels sont les contributeurs à cette hausse du niveau des mers. Vous avez l'expansion thermique, environ 40%. Alors qu'est-ce que c'est l'expansion thermique?
plus l'eau est chaude, plus elle est légère, moins elle prend de la place, moins elle est dense, et donc plus le niveau va augmenter. Imaginez votre casserole de pâte. Si vous mettez de l'eau dans votre casserole, l'eau froide jusqu'au bord de votre casserole, si vous chauffez votre casserole, ça va déborder. Ce n'est pas à cause des bulles, c'est simplement parce que l'eau est plus chaude. Donc ça, c'est le premier contributeur, 40%. Alors vous avez évidemment les glaciers, parce que quand on parle du niveau des mers, tout le monde se rappelle de la cryosphère qui est en train de fondre. Les glaciers, 25%, le Groenland, l'Antarctique. Et un phénomène moins connu, c'est l'irrigation, notamment la mer Aral qui est complètement sec ou sèche. Enfin, il ne reste plus grand-chose, on va dire. Toute cette eau-là est allée dans l'océan, évidemment. Donc ça, c'est directement une intervention de l'homme. Ça, c'était pour le dernier rapport du GIEC en 2013. Et ici, on voit les derniers chiffres en 2017. Bon, c'est difficile de lire, mais en gros, on voit que c'est les calottes polaires maintenant qui sont en train de devenir les plus grosses contributions à la hausse du niveau des mers. Alors, retenez bien, 20 cm, ça c'est la moyenne mondiale à l'échelle du globe. Mais si on zoome un peu plus, vous avez sous ce graphe, c'est difficile de lire, je suis bien d'accord. Donc, c'est la hausse du niveau des mers de 1992 à 2013 vue par les satellites. Alors ici, vous voyez que les chiffres, les couleurs rouge, jaune, ça veut dire qu'on a une hausse. Et les chiffres bleus, les couleurs bleues, bleu clair et bleu foncé, c'est plutôt qu'on a une baisse. Donc en fait, quand on dit 20 cm, c'est 20 cm à l'échelle du globe. Mais localement, on a des hausses qui sont beaucoup plus importantes. Pourquoi ça ? Parce que, la hausse de température n'est pas uniforme sur Terre, et donc l'expansion thermique, il y a certaines zones de l'océan qui sont réchauffées beaucoup plus vite que d'autres. Donc ça explique une première chose. Une deuxième chose, c'est que lorsque notamment l'eau de fonte des glaciers du Groenland, par exemple, lorsque le Groenland fond, les eaux du Groenland, elles vont aller se retrouver dans les îles des Maldives, par là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le Groenland fond, du coup, le continent du Groenland va remonter, si vous voulez, et du coup, à cause de l'équilibre de la gravité terrestre, les eaux de fonte du Groenland vont aller se placer dans les îles paradisiaques qui sont déjà au niveau des mers, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. C'est quand on dit plus 20 cm, c'est pas plus 20 cm partout, c'est à certains endroits plus 1 mètre, à certains endroits, on a même une diminution, et notamment, par exemple, ici en Suède, on observe une diminution du niveau des mers, parce que le continent de la Scandinavie est en train de monter lui aussi. Vous voyez, donc tout ça, ça joue, et donc c'est vraiment très complexe. Et vous allez voir que dans le futur, évidemment, les calottes polaires vont jouer un rôle très important. Alors, désoxygénation des océans. Alors, que se passe-t-il? Donc, cette carte-ci vous montre les zones où l'oxygène est très faible dans les océans. Les points rouges vous montrent les zones côtières où l'oxygène est en diminution en raison de problèmes d'eutrophisation des eaux, c'est-à-dire d'un enrichissement excessif des eaux en matière organique qui consomment une grande partie de l'oxygène. Donc, vous voyez qu'à l'échelle mondiale, on a plus ou moins 500 sites où on a des problèmes d'oxygène. Et dans l'océan mondial, on a aussi des problèmes d'oxygène. Ce sont les points qui sont représentés en bleu, donc essentiellement dans l'océan tropical, mais aussi dans l'océan Indien, Pacifique et océan Indien. Et ces zones sont en extension. Donc les dernières études ont montré que ces zones étaient en extension. Le changement climatique est un facteur qui pourrait expliquer cette extension aussi des zones de minimum d'oxygène dans l'océan mondial. Alors, de l'océan observé à l'océan modélisé, pourquoi est-il important de modéliser l'océan? Il est important de modéliser l'océan parce que si vous voulez comprendre ce qui se passe, si vous voulez essayer d'interpréter les différents mécanismes, de quantifier leur importance, et si vous voulez faire des projections. D'accord? Alors, pour l'instant, depuis quelques années, en océanographie, on a eu une révolution des systèmes d'observation, notamment avec les satellites, mais aussi avec tout ce qui est capteur autonome. Et là, vous pouvez voir notamment des bouées Argo, qui sont des flotteurs profileurs, qui vont vous donner des observations sur la colonne d'eau sur 2000 mètres à travers tout l'océan mondial. Et donc, vous avez une masse de données importantes qui sont intégrées dans les modèles numériques. Et là, en dessous, vous avez une représentation de la planète numérique comme on la conçoit avec nos modèles mathématiques. Alors, les projections, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, pour faire ces projections, c'est-à-dire pour essayer de voir quelle sera la situation, quelle pourrait être la situation à la fin du XXIe siècle, on a donc besoin de deux choses, deux fameux modèles, mais aussi de certains scénarios. Donc, on a scénarisé quelles pourraient être les émissions de CO2 en milliards de tonnes par an. C'est le graphique qui est représenté là-dessus, ici à gauche. Alors, ici, on a représenté
pas la concentration en CO2 dans l'atmosphère, qui elle ne diminuerait pas comme ça, mais les émissions. Donc les émissions par la combustion des carburants fossiles, etc., des combustibles fossiles, etc. Et donc on voit les différentes couleurs correspondent à différents scénarios d'émissions possibles de CO2 par les pays. Et donc il y a 4 scénarios qui sont représentés ici, ce sont ceux qui sont retenus par le GIEC. On voit un scénario rouge qui est le scénario le plus pessimiste avec des émissions importantes où on considère que finalement on continue à émettre du CO2 dans l'atmosphère et qu'on dépasse les 25 milliards de tonnes de CO2 par an. Et alors on a les 3 autres scénarios. Le scénario bleu qui est le scénario le plus optimiste où on a une réduction importante des émissions de CO2 et 2 autres scénarios qui sont intermédiaires. Et en fait, parmi ces 4 scénarios qui sont considérés par le GIEC, seul le scénario bleu va permettre d'avoir des températures de l'atmosphère en dessous des 2 degrés, qui était l'objectif de la COP21 de Paris. Oui. Alors voilà, pourquoi est-ce qu'on s'est dit, pourquoi 2 degrés, pas 3 degrés, pas 1 degré? Alors, je vais vous donner ici un exemple de l'utilité de limiter le réchauffement à 2 degrés. Alors, vous avez ici la hausse du niveau des mers en mètres pour différentes composantes, l'expansion thermique, le glacier, les glaciers continentaux, le Groenland et la calotte de l'Antarctique. Les unités sont des mètres, donc ici 1 à 5 mètres, 6 mètres, bon, 50 cm en gros, et ici 2 à 3 mètres pour l'expansion thermique. Et ici vous avez le réchauffement de la température correspondante. C'est un réchauffement, si on a un réchauffement de 3 degrés par exemple pendant 1000 ans. Il faut faire attention aux chiffres. Hein. Mais ce qui est important de voir, c'est que l'expansion thermique, la hausse du niveau des mers associée à l'expansion thermique est plus ou moins linéaire par rapport à la température. Donc il n'y a pas de surprise. Au niveau des glaciers continentaux, les Alpes, l'Himalaya, les Andes, on arrive très vite à un maximum. Pourquoi? Parce que très vite, il n'y aura plus de glaciers à fondre. Et donc c'est pour ça que en fait, ça se limite à un moment donné. Par contre, si vous regardez bien, ce qui est le plus important ici à regarder, c'est notamment le Groenland. Ici, vous voyez qu'ici, si on limite le réchauffement à, on va dire 1 à 2 degrés, on arrive ici dans une zone où le Groenland ne contribue très peu. Et très vite, on passe à une limite à plus 6 mètres. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène qu'on appelle le poids de non-retour, un tipping point en anglais. C'est-à-dire qu'en fait le Groenland, si on dépasse notamment le seuil de 3 degrés, bon ici ce ne sont pas les chiffres les plus récents, ça date du dernier rapport du GIEC, ici on a pu affiner ces chiffres-là, mais en gros on montre qu'avec un réchauffement de 2 degrés, le Groenland va survivre, et si on passe à 3 degrés, le Groenland pourrait disparaître. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce fameux phénomène de poids de non-retour? Simplement parce que le Groenland, vous imaginez 3 km de glace. Donc ça veut dire qu'on a une calotte qui est à 3 km d'altitude, un peu plus bas que le Mont Blanc, mais il fait froid parce qu'on est à 3 km d'altitude. Si cette calotte fond suffisamment, cette calotte va se réchauffer du fait que son altitude va être plus basse. Et donc même si on revient vers un climat plus comparable à celui qu'on a actuellement, comme la calotte sera plus basse en altitude, elle sera trop chaude, entre guillemets, pour se régénérer. Et donc c'est vraiment l'objectif de la COP21. Si on limite à 2 degrés, ici je vous montre un exemple, mais il y a d'autres exemples, c'est d'essayer de ne pas atteindre des poids de non-retour au niveau climatique. Et il est sûr que si on va vers un réchauffement de 3 degrés, on arrivera à un point de non-retour. D'où la nécessité d'atteindre l'objectif de la COP21. Donc, Marie-Laure, Alberto, Xavier vous ont montré que l'état des océans allait changer, il va se réchauffer, il va perdre en oxygène, il va monter. On pourrait se dire fondamentalement, finalement, c'est pas grave, dans les millions d'années qui ont précédé, il a déjà connu toutes sortes d'états différents, c'est peut-être pas si important. Le problème, c'est que si on prend comme point de vue le bien-être de l'humanité, globalement, il faut se rendre compte qu'on dépend d'un paquet de services qui sont rendus par les océans et par les écosystèmes. J'ai quelques exemples ici. Bon, déjà, le premier qui vient, c'est qu'on a du poisson dans les océans, qu'on le mange, ça c'est très agréable. Mais il y a certains écosystèmes, par exemple, les récifs coralliens, ils maintiennent une biodiversité importante, ce qui est important pour la résilience. Ils peuvent protéger contre les tempêtes, les marais marins aussi fournissent une protection naturelle contre les tempêtes qui viennent des mers. Au niveau des récifs coralliens, il y a aussi tout ce qui est tourisme, attraction du tourisme et tout ça. Donc tout ça, c'est des exemples dans lesquels il y a certains organismes, que j'ai mis ici à gauche, les composants de l'écosystème, qui assurent certaines fonctions qui nous sont bénéfiques. Alors, ces cadres-là, c'est un cadre qui a été formalisé maintenant
par l'Europe notamment, pour permettre de voir un peu finalement à quel point est-ce que les écosystèmes qui sont mis à mal nous sont dommageables à nous directement. Quels bénéfices on en tire et comment est-ce que ces bénéfices peuvent être mis à mal. Donc j'ai mis en haut les pressions, le fait que l'eau se réchauffe, qu'elle s'acidifie, qu'il y a la déoxygénation, qui se combinent à d'autres pressions, comme la pêche intensive, etc., qui peuvent mettre à mal la survie de certains organismes et du coup les fonctions écologiques qu'ils assurent et du coup les services écosystèmes dont on bénéficie. Donc ça a été formalisé. Il y a plusieurs types de services différents. Donc typiquement, il y a tout ce qui est service d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il y a une génération de matière dont on bénéficie directement, le poisson qu'on mange, ça c'est un exemple. Il y a ce qui est régulation, parce que certains écosystèmes participent par exemple au fait de séquestrer du carbone, ils nettoient l'eau polluée qui descend des rivières, il y a une prévention contre l'érosion côtière, etc. Il y a le fait qu'ils fournissent un habitat, donc ils permettent aux populations marines de se régénérer. Et il y a aussi des services qu'on appelle services culturels, tout simplement parce que c'est beau, parce qu'on aime bien y aller, ça soutient une activité de tourisme, etc. Et donc ce qui est intéressant avec ce cadre de travail-là, c'est que ça permet un lien entre des études environnementales et ça permet de traduire ça dans des termes socio-économiques qui sont plus faciles à utiliser lorsqu'on doit discuter avec des décideurs, avec des régulateurs. Tu peux changer. Donc là, on ne voit pas très bien, mais c'est un exercice de ce type qui a été fait. Donc les auteurs ont pris différents types d'écosystèmes et ils ont, en faisant la liste de tous les services qui étaient rendus par ces écosystèmes, ils ont traduit ça en valeur monétaire. Et donc on multiplie par la surface que ces écosystèmes occupent sur le globe et on obtient la valeur totale de ce type d'écosystème. Je ne vais pas détailler tout le tableau. Tout ce que je voulais préciser ici, c'est que vous voyez que la surface totale des écosystèmes côtiers, c'est à peu près 10 fois moins que celle de l'océan ouvert. Mais ces écosystèmes côtiers concentrent une grande partie des services rendus. Et donc la valeur nette des écosystèmes côtiers est beaucoup plus importante. Donc, pour terminer, je vais juste dire 4 points sur les écosystèmes côtiers. Donc on l'a vu qu'ils concentrent une grande partie des services écosystémiques. Le deuxième, c'est qu'ils concentrent aussi une grande partie de la population. On estime environ 40% de la population qui habite à moins de 100 km d'une côte. Le troisième point, c'est qu'ils sont très complexes. Donc, c'est-à-dire que c'est une interface. On a les échanges entre le terrestre et l'océan et l'atmosphère. Donc, c'est des mécanismes très complexes. Donc, il y a encore besoin de beaucoup de recherche pour justement comprendre comment les pressions vont affecter ces services-là. Et le dernier point, c'est qu'au niveau des législations, de la régulation pour le maintien de ces écosystèmes, ça joue souvent plus au niveau national. Et donc là, il commence à avoir un dialogue entre les législations nationales et les législations internationales, sur lesquelles Philippe va continuer. Voilà. Merci beaucoup. Donc, la prise en considération de la nécessité de se préoccuper des questions environnementales est relativement récente sur la scène politique et juridique mondiale, puisque le premier sommet mondial où l'on a commencé véritablement à parler des problèmes environnementaux s'est déroulé en 1972 à Stockholm, et il a fallu attendre 20 ans pour qu'ait lieu le sommet de Rio, qui lui a véritablement marqué le début de l'adoption de législation sérieuse en matière de protection de l'environnement, et particulièrement en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Rio a en effet vu l'adoption d'une série de conventions internationales, notamment la Convention cadre sur le changement climatique. Convention qui est entrée en vigueur en 1994, et à partir de 1995, les États parties à cette convention se sont réunis chaque année pour discuter des problèmes liés au changement climatique, et on appelle ces conférences des COP, donc Conference of Parties, la conférence des parties contractantes. Et donc la première COP a été organisée en 1995, et donc lorsque vous parlez de la COP 21, c'est donc 20 ans plus tard, en 2015, qu'elle a été organisée. La Convention cadre des Nations Unies se contentait d'énumérer un certain nombre de principes. Elle ne contenait aucun engagement de la part des États, et c'est 2 ans plus tard, donc à la COP 3, que le protocole de Kyoto a été adopté. Alors, le protocole de Kyoto était véritablement révolutionnaire car il contenait des engagements chiffrés dans le chef des États.
où les États, notamment l'Union européenne, s'engageaient à réduire ou à limiter, dans d'autres cas, leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour l'Union européenne, c'était une réduction de 8% de ses émissions, donc entre 2002 et 2006. Les États-Unis ont refusé d'appliquer le protocole de Kyoto. Le Canada s'en est retiré. Donc, finalement, on a pu constater que sur la durée de vie du protocole de Kyoto, on a effectivement eu une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont dues essentiellement à la transition énergétique qui a eu lieu dans les pays d'ex-Europe de l'Est, donc qui sont passés de systèmes d'industrie extrêmement polluantes à des industries non polluantes, mais en tout cas, ni les États-Unis, ni le Japon, ni les pays émergents n'ont fait de véritables efforts pour la réduction des gaz à effet de serre. 2009, à Copenhague, on essaye de relancer le mécanisme. On n'arrive pas à des résultats efficaces. Et finalement, donc, 2015, c'est la COP 21 de Paris, avec l'adoption de l'accord de Paris, qui prévoit que les parties contractantes vont essayer de réduire l'augmentation de la température en dessous des 2% par rapport au niveau pré-industriel, c'est-à-dire par rapport à 1800. On a énormément parlé, évidemment, de la COP 21 en disant que c'était un pas extrêmement important dans le domaine de la protection de l'environnement. Mais au risque de vous faire déchanter, malheureusement, l'accord de Paris ne contient aucun engagement chiffré dans le chef des États. C'est-à-dire que les États s'engagent globalement à tout mettre en œuvre pour éviter une augmentation de la température, mais ils n'ont pris absolument aucun engagement chiffré. Et donc c'est très facile évidemment de dire je vais tout mettre en œuvre pour éviter les augmentations de température si on ne s'engage finalement à rien du tout. Et alors, de façon assez étrange, donc le 1er juin 2017, le président Trump a décidé que les États-Unis allaient se retirer de l'accord de Paris, ce qui est une décision plus symbolique qu'autre chose, puisque de toute façon, les États-Unis n'avaient aucun engagement chiffré dans le cadre de l'accord de Paris. Donc, s'ils n'avaient absolument rien fait, rien ne pouvait leur être reproché. Mais par contre, évidemment, au niveau symbolique, c'est extrêmement important, puisque l'accord de Paris, pour la première fois, impliquait les pays émergents, la Chine, le Brésil, la Russie, etc. Alors que, évidemment, si les États-Unis décident, nous ne ferons rien pour limiter l'augmentation de la température, il n'y a absolument aucune raison pour que la Chine, la Russie, le Brésil, etc. disent, nous allons faire des efforts. Donc, le retrait des États-Unis aura vraisemblablement pour conséquence que les autres puissances émergentes, grands pollueurs, vont dire nous ne ferons pas d'efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l'augmentation de la température. La seule qui fait véritablement des efforts pour réduire la pollution par les gaz à effet de serre, c'est l'Union européenne, qui avait adopté en 2003 une première stratégie qui visait à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. En 2014, on a adopté une stratégie qui est beaucoup plus ambitieuse puisqu'elle vise à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre, tout en disant que l'objectif pour 2050, c'est une réduction de 80 à 95% des émissions de gaz à effet de serre, donc véritablement un énorme effort de la part de l'Union européenne pour réduire cette augmentation de la température atmosphérique. Comment va se faire cette réduction des émissions de gaz à effet de serre? Par le recours croissant à des énergies renouvelables plutôt qu'à des énergies fossiles et
par une augmentation de l'efficacité énergétique, donc la diminution des pertes de chaleur dans les nouvelles habitations, etc. Alors, comment mettons en place une réduction des émissions de gaz à effet de serre? Il y a deux systèmes qui sont mis en place. Un qui concerne les entreprises, où l'on met en place des espèces de certificats de pollution, où les entreprises reçoivent un certain nombre de certificats qui les autorisent à émettre un certain nombre de tonnes chaque année de CO2 dans l'atmosphère, mais la quantité de CO2 qui peut être produite chaque année diminue de façon à obtenir cette réduction de 40% à l'horizon 2030. Autrement dit, chaque année, les entreprises reçoivent de moins en moins d'autorisations de polluer, ce qui évidemment les incite à adopter des techniques de production moins polluantes ou plus efficaces énergétiquement pour éviter les amendes qui sont prévues par les décisions européennes, donc qui sont appliquées aux entreprises qui dépassent les quotas qui leur sont alloués. Par ailleurs, vous avez des obligations nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre où les États sont invités à accorder des aides, par exemple, aux ménages pour l'installation de châssis ou la construction de maisons neutres en émissions de gaz à effet de serre. Et donc, la Belgique s'est engagée à réduire de 15% ses émissions de gaz à effet de serre. Je vous remercie. Merci. Donc voilà, ça termine la petite présentation qu'on voulait vous faire pour ouvrir la discussion. Donc voilà. Voilà, je vous remercie.